Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore avec une invitée très particulière que vous avez déjà reconnue si vous êtes des habitués de la chaîne, parce qu'on t'a vu plusieurs fois déjà. Oui, quand même. Je pense que c'est la 4e ou 5e fois maintenant. Voilà, mais jusqu'à présent, c'est des vlogs qu'on a fait. Est-ce qu'on est bien centré? Parce qu'on voit bien autant Marie que moi. Voilà. C'est la 4e fois que tu viens. Oui. Mais c'est la première fois où on prend le temps de se poser avec un... Oui, on avait répondu à quelques questions au tout premier vlog, mais là, on prend vraiment le temps de parler ensemble, d'avoir une conversation. Sur un sujet qui, je pense, va d'après les messages qu'on a reçus en fait, après cette première vidéo, c'est un sujet qui va beaucoup vous intéresser. On va parler de Marie, de son expérience en tant que francophone au Nouveau-Brunswick. Parce que oui, il y a des francophones en dehors du Canada. En dehors du Québec. En dehors du Canada aussi, tu en es la preuve d'ailleurs. Parce que oui, il y a des francophones en dehors du Québec au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne, comme tu aimes me le rappeler régulièrement. Oui. Depuis bientôt 1 an et demi maintenant. C'était fin janvier 2023. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être on va donner un peu de contexte aussi de comment on s'est rencontrés, parce que quelque chose qui ressort souvent, c'est qu'on me dit que c'est difficile de rencontrer des Canadiens. Et moi... On est si gentils. On a la réputation d'être gentils. Oui, mais surtout... Ouais, c'est difficile. Mais je pense que c'est difficile de rencontrer de nouvelles personnes de partout, partout où tu vas. Souvent, je réponds aux gens quand ils me disent ça. Je leur dis que quand... Souvent, c'est des conversations que j'ai avec des Français. Je lui dis, est-ce que quand tu étais en France, tu faisais l'effort, toi, d'aller parler aux nouveaux arrivants? Et souvent, on se rend compte que tant qu'on n'a pas été dans la situation, on ne le faisait pas. Mais moi, je me sens très... j'ai envie de dire très chanceuse, mais tu sais très bien que j'aime pas trop ce mot, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, d'avoir toi comme amie canadienne, en plus francophone, ce qui est plus difficile en Ontario. On est plus une espèce rare ici quand même. Et c'est vrai que quand on en a parlé ensemble, on a remarqué que beaucoup de gens attachaient la francophonie au Québec. Oui. Et qu'il y a plusieurs communautés à travers le Canada. Chaque province en fait partie. Oui, chaque province a sa communauté francophone. Donc, il n'y a pas qu'au Québec. Il y a les provinces maritimes où on parle de l'Acadie. Je pourrais peut-être élaborer un peu sur pourquoi on parle de l'Acadie un peu plus tard. Puis ensuite, on a des franco-ontariens, franco-manitobains, franco-saskois, franco-albertains, franco-colombiens. C'est pour ça que je ne les ai pas cités, parce que je n'étais pas sûre. Toutes mes excuses à tous les franco-colombo-britanniques. Je ne sais pas comment on le prononce. Attendez, on peut demander à Google, comme ça tout le monde aura appris des choses. Il y a des communautés francophones dans les territoires. Donc, chaque province, on est en fait plus de 1 million de francophones hors Québec au Canada. Donc, si vous voulez des amis francophones hors Québec, il y en a quand même 1 million qui sont partout autour de vous. Il faut juste les trouver. Les franco-colombiens, tu avais raison. Ah, yeah! Donc, je vous ai... Coucou aux franco-colombiens. D'ailleurs, si jamais vous faites partie de ces communautés-là de francophones hors Québec et que vous regardez cette vidéo, parce que vous étiez curieux de voir, elle est une conversation entre une Française canadienne et une Acadienne, parce que c'est comme ça que tu... Oui, moi D'abord, c'est vraiment drôle, parce que si on me demande de m'identifier, de dire qui je suis, je vais d'abord dire je suis canadienne. Je vais d'abord dire je suis acadienne, néo-brunswickoise, maintenant ontarienne, bien sûr, et ensuite canadienne. Donc, mon identité acadienne arrive vraiment tout en haut de la façon dont je m'identifie. Est-ce que tu penses que, parce que c'est pas la première fois, alors, je l'ai entendu plus souvent sur des communautés francophones au Canada qui mettaient d'abord en avant l'endroit d'où ils venaient. Est-ce que tu penses que c'est parce que vous êtes en minorité? Oui. Oui. Voilà. Bon, voilà. Oui, parce qu'on a une histoire qui nous est propre, une histoire qui est vraiment intimement liée à notre langue. Et ma langue acadienne, française mais acadienne, et je te dirais l'élément presque numéro 1 de mon identité. D'accord, ok. Mais non, mais ça a complètement du sens, parce que c'est la première chose qu'on va pas voir, mais entendre, en tout cas, parce que
On se comprend, ça c'est une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que, on me le demande, mais les anglophones me le demandent souvent, c'est est-ce que tu peux comprendre les autres francophones au Canada? On se comprend, la preuve. La preuve, on peut avoir des conversations, c'est seulement qu'on ne va pas utiliser les mêmes termes pour définir la même chose. Et ça, on a prévu une autre vidéo qu'on fera en format court. On a une liste avec des mots qu'on a notés au fur et à mesure où justement on se rend compte que des fois on se regarde et on se dit « Ah non, nous on n'utilise pas ça. » Voilà. Et c'est pas forcément qu'on va pas comprendre, c'est plus la surprise. Parce qu'on comprend dans le contexte. Dans le contexte de la phrase, on comprend ce que le mot veut dire. Mais c'est un mot que moi j'utiliserais pas ou que toi tu n'utiliserais pas dans la vie de tous les jours. Non, quand tu m'as demandé la manette. Oui, la manette de la télé. Voilà. Vous dites quoi, vous? La télécommande. Ah ouais, ok, oui, bon. Mais c'est français aussi, on pourrait c'est dire bon. ça aussi. Mais oui, c'est trop long. Je sais pas. Mais c'est intéressant et ça montre aussi qu'on a une langue qui est très riche. Oui. Et c'est hyper coloré. Tous les dialectes, tous les accents qu'on retrouve en France, au Canada, dans les pays francophones, en Afrique, c'est tellement coloré comme langage. C'est tellement riche et il y a beaucoup de gens qui oublient que le français, c'est la langue officielle dans 28 ou 29 pays dans le monde, avec tous leur propre dialecte, voilà. Parce que par exemple, je donne l'exemple que moi, j'ai grandi dans le sud-est de la France. Déjà, on a le patois des choix. Ma grand-mère en parlait un petit peu. Elle le comprenait, elle m'en a appris un peu. Oui. Mais je peux seulement vous dire que je veux des carottes et que j'ai bien mangé. Donc voilà, c'est pas... Je veux qu'elle nous apprenne quand même. Mais c'était important pour elle parce que c'était la langue dans laquelle elle a grandi. Mais par contre, quand je vais parler avec des gens, par exemple, du nord de la France, ou même j'ai eu dans le passé des gens qui venaient de Moselle, et où c'était on va dire la génération de nos parents ou plus âgés, et je me retrouvais autour de la table à ne pas comprendre. Et c'est le même pays. Oui. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait autant de différences. Puis je pense qu'une chose qu'on comprend peut-être pas nécessairement, qu'on vient au Canada puis qu'on entend des mots, parce que moi, souvent, on va dire « Ah, mais on dirait que tu parles comme Louis XIV. On dirait que tu parles comme le français d'une autre époque, comme mes grands-parents. » En fait, il faut comprendre aussi, nous, que encore plus qu'au Québec, au Nouveau-Brunswick, mais aussi dans les autres provinces où il y a des francophones, on a vraiment été quand même isolés de tous les changements de langue qui se sont produits en France. Et donc, on a gardé beaucoup, en France et au Québec, et on a gardé beaucoup de mots qui peuvent, pour certains d'entre vous, paraître anciens, comme souper ou tantôt. C'est des mots que toi, tu m'as dit, « Ah, mais mes grands-parents, ils disaient ces mots-là. » Et moi, j'aime ça bien rire parce qu'il y a des régions en Acadie où il y a des linguistes qui sont venus étudier justement parce qu'ils disent, on a un français encore de l'époque de Louis XIV. Mais il faut comprendre que pendant longtemps, on a été vraiment isolés sur notre petit bout de terre. Puis on était entourés d'anglophones. Donc, on a gardé un français qui reste à la base, peut-être le français d'une autre époque, mais pour nous, c'est un français de 2024. C'est pas un français d'une autre époque. C'est le français que vous connaissez. Ben je vais reprendre les gens quand ils me disent « Oh, mais il me parle un français qui est ou c'est un vieux français ou c'est bizarre. » Alors, je mets bien sûr des grosses guillemets au cas où vous ne regardiez pas la vidéo en même temps que vous l'écoutez. Mais c'est ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, c'est le français que vous avez appris. C'est le français qui est normal. Pour nous, c'est le français de tous les jours. C'est pas un français de Louis XIV. Non. Louis XIV, on s'en fout un peu. Là. Nous, ça ne nous dit rien. Oui, voilà. Donc, mais c'est hyper intéressant que tu pointes ça parce que ça donne un petit peu de contexte pour que les gens comprennent mieux pourquoi il y a tant de différences. Parce qu'on ne se rend pas compte que vous avez été isolé en fait, au milieu de tous ces anglophones et que vous avez défendu votre langue et protégé votre langue et votre culture. Et je pense que tu me demandais pourquoi l'acadien est la première façon de m'identifier. Pour nous, la langue, c'est aussi une question de lutte. On a lutté toute notre vie, même aujourd'hui en 2024. Je vous raconterai un peu l'histoire des Acadiens bientôt, mais même en 2024, au Nouveau-Brunswick, on doit lutter pour sauvegarder notre langue. Donc, mon identité, ma fierté vient du fait que depuis 1604, malgré tous les péripéties, malgré tous les efforts qui ont été faits pour nous éliminer de la carte du Canada, on parle encore français. Et donc, je pense que ça, c'est un sentiment de fierté chez beaucoup d'Acadiens. Oui, on est peut-être nostalgique de notre histoire, mais je pense que l'histoire, je suis historienne à la base, donc l'histoire, c'est très important pour moi. Mais je pense que l'histoire nous définit beaucoup, nous, les Acadiens. Puis cet élément de lutte fait en sorte qu'on est fiers de dire qu'on est Acadien. Mais tu vois, c'est quelque chose que je ne comprenais pas, parce que moi, comme ils le savent sûrement s'ils suivent ces vidéos, mais moi, je suis venue au Canada initialement pour 1 an pour apprendre l'anglais.
Oui, bien sûr. Et donc, et je suis hyper reconnaissante d'avoir fait ça, parce que c'est comme ça que je suis capable aujourd'hui de parler anglais. Mais je ne me rendais pas compte que j'allais m'ajouter, en fait, j'allais peser dans la balance pour les franco-ontariens. Ouais. Parce que je peux montrer que même si je suis là pour apprendre l'anglais, je veux avoir du contenu dans ma langue, je veux pouvoir lire des documents officiels dans ma langue. Et c'est un luxe qu'on a en tant que francophone en venant au Canada. Et pour nous, les immigrants francophones sont hyper importants, particulièrement hors Québec. Ils sont d'une importance cruciale pour justement le maintien de notre langue, parce que notre langue disparaît malheureusement à cause de l'anglicisation, à cause du contexte dans lequel on vit. On perd, à chaque recensement, on perd des chiffres. On perd un nombre de francophones. Donc, pour nous, les immigrants francophones sont hyper importants. Oui, et c'est ça que j'ai compris. Donc, immigrer au Canada français, hors Québec. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que quand j'ai proposé sur Instagram, d'ailleurs, suivez-nous sur Instagram si ce n'est pas encore fait, parce qu'elle vous emmène découvrir sur la route. Voilà, je mettrai les comptes ici. C'est que les gens ont envie d'aller dans ces régions-là, envie d'aller dans des provinces majoritairement anglophones avec des communautés francophones, mais comme on ne trouve pas beaucoup d'informations sur Internet, c'est beaucoup plus intimidant parce que déjà, pour Toronto, pour l'Ontario, on n'en trouve pas beaucoup et je sais que je suis une des seules qui partage son expérience. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai sauté sur l'occasion. Puis en plus, tu parles très bien à la caméra, donc ça passe. En plus, je suis hyper timide. Sauf quand Astrid met une caméra devant moi, soudainement, je me dis « superstar ». Tu nous as mentionné plusieurs fois que tu allais nous en dire un peu plus sur l'Acadie et pourquoi il y a des francophones en Acadie. Oui. Est-ce que tu nous Déjà, au départ, géographiquement, l'Acadie, c'est quoi? Parce que oui, il y en a peut-être d'entre vous qui se disent, OK, l'Acadie, mais c'est pas une province, ça apparaît pas sur une carte. Vous allez, à moins que vous regardez sur des cartes de 1750, vous retrouverez aucun territoire qui s'appelle Acadie. C'est un territoire qui n'existe plus. C'est un territoire qui existe que dans nos mémoires, qui est imaginaire, en fait, mais qui a existé. Donc, l'Acadie, quand on parle de l'Acadie, on parle des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Et donc, d'où vient l'Acadie? En fait, l'Acadie, c'était le premier établissement francophone, français, dans le Nouveau Monde, en Amérique du Nord. Donc, en 1604, 4 ans avant la création de la ville de Québec, qui est souvent présentée faussement comme le premier établissement francophone, il y avait un établissement francophone en Nouvelle-Écosse qui s'appelait Port-Royal. Mes ancêtres à moi, et tu l'as visité l'année dernière. On était à Annapolis Royal. Allez voir ces vlogs. Allez voir les vlogs, je les mettrai dans la barre de description. On y était l'année dernière avec Marine. Et donc, moi, mes ancêtres étaient parmi les premiers à arriver au Canada lors de ce premier établissement. Lorsque je visite Port-Royal, ils ont identifié là, les lots de terre qui appartenaient aux différentes familles. Et donc, je peux voir ma famille Doucette, ma famille Landry, où ils se sont établis. Et donc, depuis 1604, on a une présence ici. Au départ, on a nommé ce territoire-là l'Acadie. Donc, si vous regardez sur des anciennes cartes de la Nouvelle-France, vous allez voir l'Acadie. Je vous en mettrai une, on en trouvera une, on la mettra ici. Et donc, on était un peuple qui vivait d'agriculture. Qui était très proche avec les peuples autochtones aussi. On est en fait, les Français étaient parmi les seuls Européens qui ont établi des bonnes relations avec les peuples autochtones. Donc, dans la région, les Micmacs, qui étaient très présents dans la région de l'Acadie, ils avaient des très, très bonnes relations avec les Acadiens, des échanges, beaucoup de mariages entre les deux groupes. Et les choses ont commencé à se gâter à peu près un siècle plus tard, au moment où les Anglais ont commencé à convoiter les territoires français en Amérique du Nord. Et les Acadiens se sont retrouvés au centre de cette bataille, jusqu'au point où, en 1755, les Anglais qui avaient maintenant pris possession du territoire de l'Acadie, craignaient que, à cause de notre langue, les Acadiens sentent une certaine affinité avec les Français et donc se rebellent. Et ils ont demandé aux Acadiens de signer un serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Encore aujourd'hui, pour nous, on a une relation très difficile avec la royauté. Hein? On hésite à faire des serments d'allégeance encore à ce jour. Mais tu sais, pour ma citoyenneté, la citoyenneté, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo-là, nous, c'est ce qu'on fait. Hein? Nous, les Acadiens, on est très... Parce qu'à ce moment-là, en 1755, on a refusé de prêter serment d'allégeance. Ce qu'on a dit aux Anglais, c'est nous, on veut juste travailler sur nos terres. On ne veut pas se mêler de vos conflits européens.
ça nous importe peu, on va rester neutre. Laissez-nous faire ce qu'on veut, on va rester neutre, et donc, mais on ne prêtera pas serment d'allégeance. Sauf que ça a été un peu le début de la fin pour nous, les Acadiens, parce que les Britanniques, bon, comme les guerres continuaient avec les Français, nous voyaient encore comme une menace potentielle. Et donc, ils ont décidé de prendre les grands moyens et d'organiser une déportation. Oui, c'est vrai. Donc, en 1755, ils ont commencé par séparer les hommes des femmes, placer les hommes dans une église et leur annoncer qu'ils allaient être déportés. Et ils ont donc séparé des familles, séparé des enfants de leurs parents, séparé des époux et des mères et les ont placés sur des bateaux différents en partance vers différentes destinations. Donc, vous vous imaginez si soudainement, du jour au lendemain, vos enfants sont placés dans un bateau, votre mari est dans un autre bateau et vous savez pas où vous en allez. On les a envoyés, bon, il y en a plusieurs qui ont été jusqu'en Nouvelle-Angleterre, dans plusieurs des colonies de la Nouvelle-Angleterre. Il y en a qui ont été retournés en France, mais retournés en France, ils n'habitaient plus là depuis un siècle. Oui, donc, ça ne veut rien dire pour eux. Non. Ils n'avaient rien. Non, donc pour eux, c'était pas retourner chez eux, c'était retourner dans un pays qui leur était étranger. Et donc, il y a beaucoup de familles qui ont été dispersées de cette façon-là. Moi, ma famille, je le sais, par exemple, que le côté de ma mère, c'est des Landry, ils ont été déportés en Pennsylvanie. Et en Pennsylvanie, ils ont lutté pendant plusieurs années pour pouvoir revenir. Sauf que la couronne anglaise, à ce moment-là, refusait que les Acadiens reviennent sur leur terre. Ils refusaient l'entrée aux Acadiens, donc ils ne pouvaient pas revenir, ceux qui ont été déportés. Il y en a qui ont passé des années et des années à la recherche de leurs enfants. Il y a des histoires tragiques de parents qui ont finalement retrouvé leurs enfants après des années de recherche. Les enfants avaient été adoptés dans une autre famille, ils ont été redéportés. C'est des histoires horribles qu'on entendrait aujourd'hui et on se dirait, mon Dieu, c'est terrible ce qui se passe. Ma famille, éventuellement, en 1800, on a finalement eu le droit de revenir en Acadie et ils ont marché de la Pennsylvanie en passant vers le Québec. Donc, tous les Landry au Québec sont d'origine acadienne de ma famille. Quand ils sont réarrivés aux terres qui leur appartenaient, les terres avaient été données. À des Anglais, des Britanniques, des loyalistes, etc. Et donc, ils ont dû se réinstaller. Et c'est pour ça que maintenant, les Acadiens sont pêcheurs, quand à la base, ils étaient agriculteurs, parce qu'ils ont dû s'établir sur le bord de l'eau. Du côté de mon père, les Doucet, on a évité la déportation en se cachant dans les bois avec les Micmacs. Et puis, ils ont été kidnappés. Je dis « on », mais moi, j'étais aucunement là. Ils ont été kidnappés par les Anglais, placés dans un fort en attente d'un bateau de déportation. Mais finalement, la déportation a été arrêtée avant qu'ils puissent être déportés. Oh, wow! Donc, vous pouvez comprendre que déjà au départ, le fait qu'on soit encore sur ce territoire-là aujourd'hui, on dit beaucoup, puis c'est pour ça que c'est si important pour nous. Et depuis le retour des Acadiens, on a vraiment lutté pour le maintien de notre langue, pour avoir des institutions francophones, des écoles, des universités. Les écoles sont seulement francophones au Nouveau-Brunswick, sont seulement apparues en 1969. Ça, c'est incroyable. Quand tu m'as dit ça tout à l'heure, je ne pouvais pas croire que c'était si récent que ça. Oui. Avant, ils allaient dans des écoles, bilingues, ce qui voulait dire souvent anglophone. Mais vous imaginez, de 1755 jusqu'à 1969, ça a pris jusqu'à ce moment-là pour pouvoir garantir le droit à l'éducation en français chez nous. Mais maintenant, là, il y a des écoles francophones partout. Mais maintenant, il y a des écoles francophones. D'ailleurs, c'est souvent une question de partout. Au Canada, oui, c'est protégé par la Charte sur les langues officielles. Et là où il y a des communautés francophones suffisantes, on doit garantir une école francophone. Oui, parce que je crois qu'en Ontario, alors je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire le nombre qu'il y en a, mais il y a un nombre précis de régions qui sont identifiées comme des régions francophones. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, dans la barre de description. Si jamais vous cherchez à immigrer en Ontario, et que vous voulez rester dans une communauté francophone. Et c'est les endroits qui sont identifiés comme ayant une forte communauté francophone et qui doivent avoir des ressources en français. J'avais lu un livre hyper intéressant sur la région de Durham, où ils expliquent en fait justement tout ça, tout le combat que ça a été. Oui, parce qu'en Ontario, ils ont eu un combat similaire, c'est différent, leur histoire est différente, mais parce c'est récent quand même, les écoles. Oui, c'est ça, parce que les francophones, parce que c'est des gens, c'est Suzanne qui a une maison d'édition en Ontario aussi, que j'ai rencontré pendant la pandémie, qui a écrit ce livre. Il est passionnant, pareil, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et les gens elle a eu des entretiens avec toutes ces personnes-là, et la plupart étaient encore vivants. Oui. Donc c'est pour montrer que c'est vraiment récent. Moi, mon père,
il a fait la majorité de son éducation dans une école bilingue. C'est seulement quand il est arrivé au secondaire, donc tu peux faire la transition. C'est lycée, collège? Collège. C'est 12 ans, hein, c'est ça? Ben, c'est genre de 12 à 18 ans. Oui, c'est ça, donc c'est collège. Ou à la toute fin de son collège, finalement, ou son école secondaire, qu'il a été transféré dans une école francophone. Donc, alors que maintenant, ici, aujourd'hui, par exemple, nous, l'exemple en Ontario, tu peux aller à Toronto, tu peux faire une école francophone, une école d'immersion. Oui. Tu peux faire je crois que tu peux faire les deux. Je sais pas si tu as anglais, non, anglophone, mais ils ont des cours de français. Oui, exact. Jusqu'en... Puis au Nouveau-Brunswick, c'est la même chose. Donc, il y a des écoles francophones vraiment partout. Il y a des écoles anglophones aussi partout et il y a aussi des programmes d'immersion pour les anglophones qui veulent apprendre le français. Oui, parce que par contre, pour pouvoir... Alors, il me semble que, corrige-moi si j'ai tort, mais pour pouvoir inscrire tes enfants dans une école francophone, il faut que tu aies un parent, en tout cas un éducateur qui prend soin des enfants. Qui soit assez proche, qui parle français pour pouvoir les aider. Oui, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir au moins un parent ou un éducateur francophone? On ne veut pas que les écoles francophones deviennent des écoles d'immersion. Et oui. Parce qu'on n'est pas là pour apprendre une deuxième langue, on est là pour apprendre notre langue première. C'est vrai. Non, mais c'est très bien expliqué, parce que j'ai souvent la question et je ne sais pas quoi répondre. Ouais. Parce que je n'ai pas tout cet historique que toi tu as. Oui, oui. Et donc, je vais pouvoir répondre. Vous avez la réponse. Oui, non, c'est très intéressant parce que moi, on m'a déjà demandé d'aider. J'ai des gens qui m'avaient dit, est-ce que tu peux m'aider à remplir les documents pour que mes enfants puissent y aller? Mais en fait, il y a des entretiens après et quand vous passez les entretiens, ils voient très bien que vous ne parlez pas français. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est des écoles d'immersion qui sont très bonnes. Mais aussi, par contre, j'ai déjà entendu des francophones dire, oui, mais moi, je vais envoyer mon enfant dans une école d'immersion. Et non. C'est pas fait pour eux. C'est pas fait pour eux, non, parce qu'ils vont apprendre le français langue seconde. Donc, ça sera pas c'est pas la même exigence, c'est pas aussi pointu que quand c'est ta première langue. Pour eux, s'ils parlent déjà français à la maison, ça va être... Bah oui. Mais par contre, en immersion, j'ai une de nos copines sa fille, et elle peut parler français avec moi. Très bien, parfaitement aussi. Là. Elle a 13 ans. C'est un super programme. Et la personne qui parle français à la maison. Hein. Oui, non. Donc, moi, je connais un petit garçon d'une de mes amies aussi. Personne parle français à la maison, mais avec moi, on parle toujours français et il parle très, très bien. Est-ce que tu as été, parce que moi je recevais des messages pour dire Astrid, aide-nous pour les devoirs, parce qu'on. Est-ce que tu peux nous aider? On ne comprend pas. Et je suis toujours la première à dire oui. Oui, moi aussi, j'aime parce que je suis tellement fière de pouvoir aider. Et puis, même s'il y a des fois où c'est plus compliqué, parce que c'est quand ça devient des choses un peu plus grammaire, conjugaison, c'est un peu plus lointain pour moi. Oui, j'avoue, moi aussi. Mais je suis toujours contente de pouvoir aider parce que je suis contente de voir qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre ma langue. Exact. Et ce que je disais tout à l'heure, où il y a toute une génération qui n'a pas appris parce qu'elle n'avait pas les ressources de l'école. J'ai l'impression que notre génération, parce qu'on a quasiment le même âge, quand je les ai rencontrés, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas ou leur langue, la langue de leurs parents, ou le français. Parce que il y a plusieurs raisons. Soit les ressources n'étaient pas là, soit les gens, quand ils sont arrivés, ils voulaient vraiment que leur enfant parle la langue du pays pour s'intégrer. Donc, ils ont mis de côté leur langue. Mais je trouve que la génération d'après, les gens de nos âges qui ont des enfants, ils mettent beaucoup plus... c'est beaucoup plus important pour eux parce qu'ils se sont rendus compte à quel point c'était important de parler les deux langues. Surtout au milieu minoritaire, oui, c'est très, très, très important. Puis au Canada, si vous voulez avoir des emplois au gouvernement, si vous voulez avoir des emplois, c'est un atout. C'est vraiment un très gros atout. Mais moi, même quand je parlais pas bien anglais, j'ai réussi à trouver plus d'opportunités. Même si c'était des emplois alimentaires, ça me permettait de payer mon loyer, payer mes factures et continuer à améliorer mon anglais. Quand j'ai déjà fait des vidéos sur mes licenciements, mais j'ai mon premier licenciement. En 2 semaines, j'avais retrouvé un poste. J'étais dans un centre d'appel. C'était pas le truc le plus intéressant de ma vie. Non, mais ça paye bien quand même. Mais ça paye. Et on est payé plus parce qu'on est bilingue. Donc, je sais qu'il faut toujours mettre la nuance sur le fait que... Parce que ce que tu vois, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder, qui sont en France, en tout cas qui sont français, et qui vont dire « Oh, mais en France, on nous vend comme quoi au Canada, il y a plein d'opportunités pour les bilingues, pour les francophones. » Et il y a une nuance là, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, par exemple, comme là, je disais, dans les centres d'appel, parce que tous les numéros que vous allez appeler, tous les services clients, ils ont besoin d'un service en français. C'est obligatoire. Donc, ils vont avoir tout ça. À Toronto, on en a plusieurs. Toutes les banques en ont. Apple, par exemple, ils en ont. Amazon, ils en ont. Mais... il y a une nuance, en fait, c'est qu'après, quand on a sur des postes un peu plus qualifiés ou plus de responsabilités, il va y avoir des opportunités qui sont vraiment spécifiques, comme toi, tu as pu le voir dans ta vie professionnelle, mais c'est pas aussi facile et accessible qu'on nous le vend pour nous faire venir. C'est sûr. Et là, je reviens au Nouveau-Brunswick, par exemple. C'est possible.
On a parlé un peu des régions au Nouveau-Brunswick tout à l'heure. Il y a, je vous dirais, si vous regardez une carte du Nouveau-Brunswick, mais une carte du Nouveau-Brunswick ici, toute la région qui se trouve le long de la côte, tout ce qui est sud-est, est, nord-est et nord-ouest, là on rentre un peu dans les terres et forêts, mais ça reste très francophone. Donc tout ce qui est sur le long de la côte, maintenant si vous allez au centre, au sud et à l'ouest, anglophone. Vous trouverez très, très peu de francophones. Mais dans ces régions-là, vous allez retrouver quand même beaucoup de francophones. Et il y a même des régions, si on va vers le nord-est de la province, qu'on appelle la péninsule acadienne, qui porte le nom de l'Acadie encore, mais c'est peut-être la seule région où vous allez voir Acadie sur une carte. Ils parlent presque pas anglais. Oui, donc les opportunités professionnelles, pour là, oui, là, bon, c'est une région qui est beaucoup plus rurale, avec des plus petits centres, mais c'est sûr que dans ces régions-là, si vous parlez aucunement anglais, ça ne pose pas problème parce que à la base, les gens parlent peu anglais. Maintenant, si vous allez plus vers le sud-est, vers la région de Moncton, c'est là où moi j'ai grandi, c'est à peu près 70% anglophone, 30% francophone. Okay. Vous pouvez quand même trouver des bons emplois en français, c'est possible. Voilà. Il va peut-être falloir chercher un peu plus, mais on a quand même une grosse communauté francophone et c'est possible. Sauf que c'est sûr que c'est un atout de pouvoir apprendre ou pouvoir parler anglais. Et l'idéal, c'est quand même de pouvoir naviguer dans les deux langues, parce que c'est là que ça ouvre plus de portes. Oui, c'est sûr. Parce que même moi, ce que je fais aujourd'hui avec l'agence, ils m'ont cherché parce qu'ils voulaient de l'anglais et du français, quelqu'un qui connaissait la culture nord-américaine et qui connaissait la culture française. Oui, donc et qui était à l'aise sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais j'avais l'impression que ça avait été fait pour moi. Ok, c'est moi que vous cherchez. Mais ça va quand même, il y a aussi une certaine connexion en fait, entre la communauté francophone. Je trouve qu'on est beaucoup plus solidaires que ce que j'ai pu connaître quand on est tous dans le même pays, qu'on parle la même langue. Et on est très fiers quand on entend quelqu'un qui parle français dans la rue. On est heureux de leur... Mais à combien de personnes j'ai parlé par hasard? Des fois, on marche et on entend parler français. M. Chaton me dit « Laisse-les tranquilles, ils sont en train de faire leur truc. » Et je suis là « Mais je veux juste leur sourire parce qu'ils parlent français. » Et souvent, je peux parler à des gens où c'est marrant, c'est les enfants qui sont toujours surpris. Quand c'est dans la rue et ils parlent français entre eux et tu réponds, s'ils ont l'habitude que ce soit seulement leur cocon familial ou c'est français, et surtout à Toronto, quand ils entendent quelqu'un parler français comme eux, ils sont là. Non, attends. Mais on a même une histoire la semaine dernière. On a croisé un petit garçon dans un café qui était en immersion. Et il s'est assis juste à côté de nous. On se disait, OK, il est vraiment impressionné parce qu'on parle français. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais finalement, c'était qu'il était en immersion. Puis ça lui permettait de pratiquer, d'entendre. Puis à la fin, Astrid lui a parlé. Puis elle a dit, est-ce que tu comprenais ce qu'on disait? Il a dit, oui, je comprenais tout. Donc, attention aussi. Hein. Oui, ça, c'est un gros truc. C'est attention parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui comprennent le français que ce qu'on croit. Et je dirais même que en fait, par exemple, quand toi tu parles anglais, si je ne savais pas que tu étais francophone, je n'aurais pas deviné que ce n'était pas ta première langue. Et en tout cas, que tu parlais français. Et il y a des gens qui me le disent souvent, ça. Parce que, ayant grandi dans un milieu où c'est 70% anglophone, 30% francophone, c'est sûr que j'ai grandi avec beaucoup d'anglais autour de moi. Et en fait, ça, c'était une question que tu m'as posée dans la préparation ici. C'est, t'as appris l'anglais quand? Moi, je parlais pas vraiment anglais avant l'âge de 18 ans. Ça va peut-être vous surprendre, mais j'étais très, très timide. Je trouvais que je parlais pas bien, mon anglais était pas très bon, j'étais pas très à l'aise à parler en anglais avant à peu près l'âge de 18 ans quand j'ai commencé à travailler au centre commercial. Oui, parce que tu dis centre commercial parce que tu parles parce que t'es là, oui, mais sinon je dis centre d'achat. Voilà, j'allais dire, mais dis tes mots, utilise tes mots. Je sais, parce que la semaine dernière, tu m'as dit que tu me récupérais au centre d'achat Yorkdale. Oui, centre d'achat, quand j'ai commencé à travailler au centre d'achat. Voilà, mais tu as le droit de parler avec tes mots. Oui, je sais, mais là, c'est parce que je sais pas, on dirait que tout est mélangé. Mais ça fait 2 week-ends de suite qu'on passe ensemble, donc on a nos mots qui se mélangent. J'avoue, mais... donc, moi, à la maison, mes parents avaient quand même été assez stricts sur la quantité de contenu anglophone que je pouvais consommer, télé, musique, etc. Parce que pour eux, c'est important que je maîtrise la langue française. D'abord parce que, bon, chez moi, ça peut être un peu plus compliqué de garder sa langue française. À cause du nombre d'anglophones et à cause de toute la télé, toute la radio, tout ce qu'on consomme, c'est en anglais. Et donc, pour mes parents, c'était très important parce qu'ils se sont dit, si tu veux justement bénéficier des emplois plus tard, etc., ça serait bien que tu aies une bonne base en français. Et donc, moi, j'avais pas le droit à la maison d'écouter la télé en anglais, d'écouter la musique en anglais et tout. Et donc, moi, j'étais peut-être un peu en retard niveau anglais par rapport à d'autres amis.
que j'avais à l'école. Mais à l'école, à partir de la 3e année, on commence à apprendre l'anglais. Oui, comme nous, on apprend en 6e, c'est grade 6, mais je sais pas comment dire. Mais 6e année. Ah, tu dis 6e année, Oui, ok. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je sais comment, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais la 6e et grade 6, c'est le même. Ah, c'est là où ça... Et après, ça part dans l'autre sens. Ok, je comprends. Donc nous, on va dire 5e et vous allez dire 7e année. Ah, ok, bon. La On comprend pas de la 6e, même pour nous, façon. c'est la 6e. Donc, la 3e année, je ne sais pas ce que ça serait. À l'extrait de... 3e année, pour vous, 3e année? Oui. Donc c'est CM2, CM1. Ouais. Attends, 5e. Ça serait après CM1. Oui, ça serait CE2. CE2. Alors, avec la caméra en face, avec le stress de compter et tout. Et donc, Ah oui, donc on vous apprend... commencez plus jeune. Oui, on commence jeune. Mais à l'école, mes amis étaient beaucoup plus avancés que moi. Donc, moi, j'étais vraiment à la base, genre Hi, how are you? Et eux, ils étaient genre beaucoup plus... et donc, ça a quand même pris un certain temps avant que je me sente à l'aise de pouvoir parler en anglais. Mais maintenant, à l'âge de 18 ans, ça a un peu débloqué. Puis aujourd'hui, maintenant, je suis parfaitement bilingue au point où toi, tu dis, je ne saurais pas que c'est pas ta langue première. Et moi, j'ai fait si jamais vous travaillez au gouvernement du Canada, vous devez faire des tests de langue pour montrer votre bilinguisme. J'ai le plus haut niveau de bilinguisme des tests de langue du gouvernement canadien. Donc, c'est pour vous montrer que c'est pas quelque chose qui a été facile pour moi apprendre l'anglais. C'est quelque chose sur lequel j'ai dû beaucoup travailler, mais comme on est entouré d'anglophones, ça s'apprend vite. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que je disais au début, c'est que la mauvaise idée que j'avais, en fait, c'est que pour moi, vous saviez tous parler anglais depuis que vous étiez petit. Non. Et donc, c'était évident, et c'est en discutant avec les anglophones, oui, mais non. Oui, voilà, mais pas le côté francophone. Non. Et surtout, ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent français que ce qu'on imagine. Oui. Et vous n'allez pas l'entendre. Parce que comme ils n'ont pas forcément d'accent comme nous, on peut avoir j'ai passé 26 ans de ma vie à parler principalement français. Aujourd'hui, je passe 90% de mon temps à parler anglais. Là, c'est peut-être le plus long. Mais je connais beaucoup. Quand je suis avec toi, je parle français. Ben oui. Mais la plupart du temps, quand je suis à Toronto, je parle... Le plus que je parle français, franchement, c'est ma caméra. Hein. C'est un peu triste dit comme ça. Allez. On se parle seul. Voilà. Maintenant, je parle à tous mes copains de l'autre côté. Non, vous êtes là. Mais au Nouveau-Brunswick, par exemple, moi, j'ai des gens de mon âge qui parlent très peu anglais. Oui. Et moi, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle aussi peut-être, mais je ne l'ai jamais connue, mais ma grand-mère maternelle, elle n'a jamais parlé un mot d'anglais. Yeah. Jamais. Oui, mais j'ai des oncles, des tantes qui parlent presque pas anglais. Mais tu vois, c'est aussi ça... quand j'explique l'importance de défendre le français au Canada, je donne souvent cet exemple-là qu'il y a des communautés partout dans le Canada où il y a des gens qui ne parlent pas du tout anglais et qui ont le droit, parce que c'est un droit d'avoir des documents officiels dans leur langue, qui ont le droit d'avoir un conseiller à la banque qui parle dans leur langue. Des services de santé. Voilà. C'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. Mais imaginez si vous êtes malade, vous êtes en train de souffrir, vous êtes sur un lit d'hôpital et que vous n'êtes pas capable de communiquer avec votre médecin. Mais à Toronto, on n'arrive pas à avoir des médecins francophones. Non, c'est très difficile. Moi, mais donc, au Nouveau-Brunswick, si vous cherchez à immigrer au Nouveau-Brunswick, par exemple, on a un système de santé francophone. Ce qui veut dire que dans toutes les régions ou dans plusieurs régions, il y a des hôpitaux qui sont spécifiquement francophones. Bon, si vous êtes anglophone, ils vont vous parler très bien en anglais, il n'y a aucun problème. Mais ça veut dire que vous êtes capable d'avoir vos services de santé dans votre langue, ce qui est quelque chose qu'on oublie souvent, mais qui est tellement important. Mais quand tu es en train de souffrir, ouais. Ou quand tu as peur, ou quand tu as envie d'être capable de t'exprimer. Tu te réveilles d'une opération, là, il faut que tu te mettes à parler dans une langue qui n'est pas la tienne. Non, mais ça, je l'ai vu dans le passé, où j'ai eu des abonnés qui ont été dans des états de panique, des étudiants qui m'ont appelé parce qu'ils n'arrivaient pas à parler. Mais au Nouveau-Brunswick, vous n'aurez pas nécessairement ce problème parce qu'il y a des hôpitaux désignés francophones. Est-ce que tu travailles pour l'immigration au Nouveau-Brunswick? Oui. Non. Voilà. Vous pouvez faire le chèque à M sur la route. Oui, s'il vous plaît. Non, pas du tout, mais c'est juste que c'est vrai. Non, et c'est un des plus, peut-être, au Nouveau-Brunswick. Oui. Et ça, on l'oublie, on n'en parle pas souvent. Non, c'est vrai parce que c'est quand même très, très angoissant de pouvoir se défendre aussi quand on va voir le médecin qui va nous proposer quelque chose qui ne nous correspond pas, par exemple. On va souvent dire oui parce qu'on ne comprend pas et qu'on veut pas, on n'arrive pas à argumenter derrière. Donc, on va dire, je vais prendre la solution de facilité et dire oui, alors que... Et une autre chose au Nouveau-Brunswick qui est vraiment particulier au Nouveau-Brunswick,
c'est la police de la GRC, donc la police nationale, doit automatiquement t'offrir le service dans les 2 langues. Et si le policier ne parle pas français, vous avez le droit de demander qu'il appelle un collègue francophone pour que vous puissiez recevoir les services de police dans la langue de votre choix. Donc, dans des moments d'urgence, dans des moments où vous avez besoin d'avoir la police, vous pouvez demander, ils n'ont pas le choix, c'est un droit que vous avez au Nouveau-Brunswick d'avoir ce service. Donc, c'est des petites choses. Mais quand on est francophone et qu'on ne le sait pas, ben, ça peut être rassurant de savoir, bon, au Nouveau-Brunswick, quand même, on est capable d'avoir, parce que c'est une province bilingue, d'avoir beaucoup plus de services peut-être que dans certaines régions en Ontario, parce que l'Ontario n'est pas une province bilingue. Mais tu sais qu'on m'avait expliqué qu'en Ontario, si par exemple disons que tu as eu une amende sur la route, en voiture, et que tu dois passer au tribunal, si tu demandes tu te dis, tu suis francophone, moi je veux que ce soit en français, ça peut prendre des années parce qu'ils n'ont pas de disponibilité, et des fois ils abandonnent même parce qu'en fait c'est plus simple de ne pas vous faire payer votre amende plutôt que de trouver quelqu'un. Mais mis à part le fait que, parce que je suis sûre qu'en regardant les gens vont dire ouais, chouette, j'ai pas d'amende, mais ça veut dire quand même qu'il y a un gros manque. Parce que là, c'est sur quelque chose, on va dire entre guillemets, qui n'est pas grave. Mais ça veut dire qu'on n'a pas les équipes nécessaires pour aider quand il y a quelque chose de grave et d'urgent. Donc, c'est des petites choses, mais ça peut... quand on regarde la balance, dans quelle province est-ce que je devrais déménager, il y a des plus au Nouveau-Brunswick, c'est sûr. Mais vraiment. Bon, on a encore 2 petites choses à voir ensemble avant de conclure cette vidéo. Et la première, c'est une question que j'ai reçue sur Instagram. Est-ce que tu as des régions que tu recommanderais au Nouveau-Brunswick pour des nouveaux arrivants francophones? Bon, j'ai déjà parlé de la carte de la région. Si on veut aller dans une région francophone, il faut rester sur la côte est et sur le nord et nord-est. Mais bon, le plus grand centre, je dirais, où il y a beaucoup de gens qui arrivent, c'est la région de Moncton. Moncton, le Grand Moncton inclut aussi la ville de Dieppe, qui, oui, a été nommée en l'honneur de Dieppe en France, et la région de Riverview. Dieppe, c'est une ville francophone, Riverview, c'est plutôt anglophone, Moncton, c'est bilingue. Donc, c'est quand même un grand centre avec beaucoup de services. Pour les nouveaux arrivants, beaucoup de possibilités d'emploi en français. Donc, je dirais que là, bien sûr, c'est un endroit où c'est plus facile. Si vous voulez vraiment un endroit un peu plus rural, plus côtier, qui vous donne l'impression de vivre sur le bord de la mer, il ne vous donne pas l'impression, vous habitez sur le bord de la mer, littéralement, l'océan Atlantique. Je vous dirais que la région de la péninsule acadienne et de la baie des Chaleurs sont sans doute des régions qui vous seraient intéressantes. Mais bon, il faut savoir que c'est plus petit. Il y a peut-être un peu moins de services, mais dans ces régions-là, ce serait possible aussi, si c'est ce genre de vie qui vous intéresse, d'être plus dans la nature, plus sur le bord de l'eau, avoir vraiment des communautés où c'est presque 100% francophone, ce serait ces régions-là. Donc, je dirais que ça dépend de ce que vous cherchez, mais le sud-est, pour avoir plus de services et des plus grands centres, ou le nord-est et nord-ouest, pour avoir plus des communautés francophones homogènes. Non, mais ça, je pense que ça va être très utile pour les gens qui envisagent leur immigration au Nouveau-Brunswick, ou même ceux qui ont envie de déménager dans le Canada, parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent dans une première région, une première province, une première ville, et qui se rendent compte que finalement, ça leur correspond pas. Ils aiment le Canada, mais ils veulent explorer autre chose. Et la ville, le Grand Moncton, c'est en fait la ville au Canada qui grandit le plus rapidement. Donc, si vous voulez vraiment participer à ce boom, Moncton, Nouveau-Brunswick, les maisons sont encore abordable comparativement au reste du Canada. Donc, oui, parce que puis je dis abordable avec des gros astérix. Hein, oui, c'est clair. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais dire avant qu'on laisse nos amis de l'autre côté de l'écran? Je crois que vous visitiez comme touriste ou que vous déménagiez au Nouveau-Brunswick par raison d'immigration ou parce que vous voulez habiter dans une autre région, je crois que c'est important de connaître un peu l'histoire des francophones que je viens de vous raconter parce que ça va vous en dire beaucoup sur la façon dont ils parlent. Notre langage est très imagé par la mer, par les pêcheurs. On va dire t'es chaviré pour dire t'es fou parce qu'un bateau ça chavire et donc pour nous au Québec ils vont dire t'es capoté parce qu'une voiture ça capote. Mais nous on va dire t'es chaviré pour dire mais t'es fou parce que c'est donc notre langage est très imagé donc quand on connaît un peu notre histoire, on comprend d'où vient ce langage. Je dirais aussi qu'une chose à ne pas faire,
c'est de nous dire « Ah, mais tu parles bien français quand même! » Parce que le français, c'est notre langue à nous. Et donc, oui, on a des accents. Oui, peut-être que ce n'est pas le français auquel vous êtes habitué. Bien, de nous dire « Ah, mais je ne savais pas que vous parlez si bien français. Vous parlez quand même bien français pour quelqu'un du Nouveau-Brunswick. » On a été à l'école en français. On parle français. On a grandi en français. C'est notre langue. Donc, pas dire des trucs comme ça parce que ça peut être blessant, ça peut être insultant. C'est pas comme ça que vous allez vous faire des amis. Pas dire aussi « Ah, mais... » Parce que ça, j'ai entendu « Tu parles comme un bûcheron. » OK. Ouais, ben c'est parce que « Ah, mais la façon dont tu parles, c'est tellement folklorique. » On n'est pas un musée ici, hein? On est des gens qui vivent au quotidien. Notre langue est différente, oui. Mais ça reste que pour nous, c'est du français, là, donc... Oui, c'est ça. Donc, soyez respectueux des gens que vous rencontrez parce que, je ne l'ai pas vécu directement, mais je l'ai entendu et j'ai repris des gens des dizaines de fois quand on me le dit. Parce que c'est pas comme ça que vous allez apprendre. Si on s'était rencontrés et que je t'avais tout de suite dit ça, je suis pas sûre qu'on serait aujourd'hui. Oh mon Dieu, c'est mignon comment tu parles! Mais oui, mais... Bon, déjà, pour être complètement honnête, je t'ai pas entendu parler avant qu'on se rencontre. Oui, c'est vrai. Mais... On vous racontera peut-être ça aussi. Mais en fait, soyez ouverts et discutez. Nous, on en discute des différences. On discute de pourquoi nous, on dit ça. Et puis, il y a des choses que moi, je vais dire qui vont être surprenantes pour elle et des choses qui vont être surprenantes pour moi quand elle parle. Mais on ne va pas se reprendre en disant « Non, t'as tort ». Et peut-être qu'il y a des régions où vous allez avoir de la difficulté à comprendre l'accent. C'est normal. J'ai montré à Astrid une vidéo, puis elle a dit « Ah, il y a des accents que je ne comprenais pas très bien. » C'est normal. C'est la même chose pour nous quand on va en France ou même au Québec. Parfois, il y a des accents qui sont très prononcés, qu'on comprend moins bien. Mais il reste que c'est du français. Et pour eux, se faire dire « Ah, mais tu parles bien français quand même pour quelqu'un du Nouveau-Brunswick, c'est... » C'est blessant parce que c'est... Voilà, donc on voulait vous donner un conseil parce qu'on en a parlé avant et c'est vrai que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir ouvrir la conversation et pouvoir en apprendre sur les autres. Je sais que si vous êtes venu jusqu'au Canada, c'est que vous êtes curieux de découvrir. Si vous êtes venu en voyage, si vous êtes venu pour immigrer, vous avez envie de découvrir. Donc, en donnant ce petit conseil, on espère aussi vous aider dans cette découverte et que vous ayez les bons mots pour découvrir. Puis au contraire, essayez d'identifier les différents accents. Essayez de voir, bon, ce village, ils disent des choses de cette façon-ci et là, ils disent le même mot, mais différemment. Essayez de les identifier. On mettra la vidéo qu'on a regardée en barre de description si vous voulez la regarder aussi. C'est à différentes personnes. Parce que vraiment, les accents, ils sont tous différents. Il y en a même une, je t'ai dit, moi, l'accent, tu m'aurais pas dit d'où elle venait. Tu m'aurais dit qu'elle venait de France, j'aurais cru. Alors que les autres, ils avaient des accents plus prononcés. Il y en a d'autres qui mélangent beaucoup plus le chiac, qui mélange plus d'anglais et de français. Donc c'est tellement intéressant et ça va aussi vous aider à vous approprier votre nouveau pays, à comprendre comment ça se passe et puis à créer des amitiés. Parce que si vous avez des enfants, après votre immigration, ils vont parler avec un accent acadien éventuellement. Donc, oui, ça c'est quelque chose. Qui sait avec qui c'est pas avec toi que j'en parlais cette semaine. J'ai l'impression que je t'ai beaucoup vu cette semaine. Oui, on s'est beaucoup vu. Mais c'est que en fait, si vous avez des enfants au Canada, et c'est pas encore mon cas, mais ils vont être canadiens. Oui. Ils vont être à moitié français, à moitié jamaïcain, mais pour eux, ils vont être canadiens parce qu'ils seront nés au Canada. Ils vont avoir un accent qui est propre à la région parce qu'en allant... Moi, j'ai grandi, j'ai fait mon CE1, CE2 en France. Et j'avais l'accent français, mais c'est parce que c'est la nature des enfants. Puis à cet âge-là, t'es une éponge, donc ça prend. Mais après, il y a des adultes qui prennent encore tous les accents, hein, donc voilà. Merci en tout cas. Ça me fait plaisir. Et si vous avez des questions sur la vie au Nouveau-Brunswick, n'hésitez pas à demander à Astrid de mes contacts, puis ça me ferait plaisir de répondre. De toute façon, dans la barre de description, vous aurez son compte Instagram, ton blog aussi. OK. Qui est toujours pas à jour, donc... C'est pour lui mettre la pression, en fait. Si tu te mets la pression en public, tu es obligé de... voilà, et si jamais ce concept vous a plu, n'hésitez pas, on peut reparler. Franchement, on a plein de sujets à partager. J'aimerais bien aussi faire le même type de vidéo avec Manon, qui elle est franco-ontarienne, que j'ai rencontrée il y a 2-3 ans. Une autre histoire, une autre. C'est vraiment. Toutes les régions ont tellement de choses à raconter. Et c'est ça aussi que je veux mettre en avant parce que je me sens vraiment reconnaissante d'avoir des amis qui viennent de différents endroits et avec qui je peux quand même parler en français. Et je suis tellement fière à chaque fois de dire oui, moi ma copine elle vient de Montmorency, oui, ma copine elle est franco-ontarienne, donc ma copine elle est acadienne, et dire que, parce que je trouve que c'est tellement une richesse. Et tout ça, en fait, on s'est toutes rencontrées en Ontario parce que même la fille avec qui je travaille à la radio, elle est du Québec. Donc l'autre jour, on a fait une chronique sur les différentes façons de se saluer aussi. Et on faisait la différence entre
le Québec, Ok. elle comment elle a grandi, moi comment j'ai grandi et comment ça se passe quand on est entre francophones à Toronto. Ok. Parce qu'en fait, on a tous Oui, nos bah codes oui, oui, différents. c'est sûr. Oui. Parce que par exemple, chez moi, on fait 3 bises dans ma région en France, mais à Toronto, les Français, entre eux, ils sont 2 bises parce que c'est la norme, alors que Ok. on s'est mis d'accord Et sur... en Acadie, on fait pas de bises. Voilà. Ouais, Donc pas du tout. c'est intéressant de voir, il disait comme, il y a des choses qui, elles, l'ont surprise en venant à Toronto en tant que Québécoise. Moi, ce qui m'a surpris, ce qui était différent l'un de l'autre, je vous mettrai aussi le lien dans la barre de description, c'était une chronique qui était très intéressante à préparer et à partager avec Isabelle Ménard, qui est une super chronique. Enfin, j'adore travailler à la radio avec elle. Voilà. Bon, bah merci beaucoup Marie. Merci. On vous retrouve sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne et qu'on fasse encore plus de vidéos. Et allez voir les contenus courts qu'on aura prévus aussi pour vous montrer une différence de vocabulaire. Bisous!